Belle des radios. Nana FM 95.5. Nana FM, il est 11h. Osez entreprendre. Devenir son propre patron, gérer son entreprise, générer de l'emploi, contribuer à l'économie du pays, des valeurs nobles qui apportent satisfaction. Bonjour à tous et bienvenue au rendez-vous des entrepreneurs. L'émission Osez entreprendre décortique les mécanismes de création entrepreneuriale et vous donne la parole à vous, chefs d'entreprise, mais également aux porteurs de projets pour partager avec nous leur expérience et motiver aussi ceux qui se cherchent encore. Vous pouvez intervenir dans l'émission en appelant sur le numéro Togocel 91 09 71 71 ou sinon sur le numéro Move 96 61 58 deux fois. Donc vous pouvez intervenir en direct et poser vos questions à notre invité du jour. Vous êtes bien sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous un grand homme. Il est directeur général de Cani Group, une entreprise de production de thé à base de bissap et de différentes variétés. Ne bougez surtout pas, on revient juste après le jingle de notre invité de la semaine dernière, Monsieur Kodjo, de la chaîne musicale d'IBM. Osez entreprendre. Bonjour, c'est Kodjo Ngweme, PDG de JBM TV. Entreprendre, c'est une idée, des convictions et surtout se battre pour atteindre ses objectifs. Donc toute personne qui a de bonnes idées peut toujours atteindre ses objectifs. Je vous invite à suivre Osez entreprendre avec Essie Mimi tous les samedis 11h sur Nana FM. Osez entreprendre. Bonjour Monsieur Caniléon. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Donc la santé et le bien-être de tous sont au cœur de votre business. Parlez-nous un peu de votre projet. Merci beaucoup. Je tiens d'abord à remercier les auditeurs de Nana FM. Et je tiens également à dire un coucou au directeur parce que il est un fort consommateur de mes produits. Il y a de cela déjà 5 ans qu'une idée m'est apparue. Et je ne savais pas en fait que l'idée qui m'est apparue, c'était juste à côté de moi. J'ai commencé par utiliser le bissap et je le transformais sous forme d'infusion. D'accord. Format Lipton. D'où est partie l'idée? Je travaillais avant dans une banque et j'ai constaté que le matin, tout le monde arrive au boulot en forme avec le sourire. Mais dans l'après-midi, le sourire n'était plus. Parce que c'était une banque, c'était un endroit où il faut cogiter, il faut réfléchir pour monter les dossiers. Surtout moi, c'est au niveau du service juridique, précisément service de recouvrement puisque je suis juriste. C'est là où je me disais, qu'est-ce que je pourrais apporter à mes collaborateurs et à mes amis pour qu'ils puissent garder toujours l'engouement du matin jusqu'au soir. J'ai commencé par faire des recherches. Je ne voulais pas toucher les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, parce que nous avons déjà le CAC 1000, etc., etc. Je suis tombé sur le bissap. Et dans tel de vous allez constater que quand vous consommez le jus de bissap, ça a un goût un peu aigre. C'est similaire au CAC 1112. Le taux d'acidité qu'il y a dans le bissap dépasse le taux d'acidité qu'il y a dans le CAC 1112. Et le bissap, c'est quelque chose de naturel. Le bissap, c'est quelque chose de naturel. Le bissap, c'est un don divin. Donc, moi, je me suis dit ensuite, comment est-ce qu'il faut adapter la consommation du bissap aux professionnels, ou bien ceux qui travaillent déjà. Je me suis dit aussi qu'on ne peut pas consommer du jus de bissap avec du sucre chaque matin. On ne peut pas le consommer 24 heures sur 24, ou bien 31 jours sur 31. Et là, je me suis dit, mais par contre, dans chaque bureau, on arrivait à prendre du thé, on arrivait à prendre du Lipton. Il y a des gens qui consomment du Lipton 365 jours sur 365 sans jamais être fatigués. Ils ne se disent pas, oh bon, j'ai consommé aujourd'hui, demain, je vais laisser. C'est là où j'ai commencé, je me suis rapproché du ministère de l'Agriculture. J'ai décidé de faire le champ du bissap moi-même. Au début, j'avais voulu acheter le bissap au marché, mais les cadres du ministère de l'Agriculture m'ont dit, mon frère, tu portes un projet. Si tu décides de mettre
l'achat de ta matière première au marché. Ça voudrait dire que le jour où il y aura une flambée de prix, tes produits ne peuvent ne pas se retrouver dans les rayons des supermarchés ou bien dans les pharmacies. Donc vous cultivez vous-même J'ai commencé. Je rappelle que je ne suis pas agronome. Je suis juriste de formation et manager des ressources humaines. Et comment ça s'est passé tout ça? Je suis obligé d'aller entreprendre, d'aller apprendre plutôt, comme on l'a dit. Avant d'entreprendre, il faut faire une formation. C'est la formation qui est la clé. Je ne peux pas décider aujourd'hui de créer un garage de mécanicien sans rien connaître. Voilà, c'est pas possible. Je ne peux pas décider aujourd'hui de faire du jus de bissap sans maîtriser le cycle de la culture du bissap. Donc je suis allé un matin comme ça, je me suis lancé dans la nature, je me suis retrouvé à Palimé. Oui. J'ai loué des surfaces cultivables, j'ai discuté avec des métayers, j'ai cherché la semence qu'il faut et nous avons commencé par faire le champ. Et je l'ai fait à Kumakonda, vous pouvez le trouver sur internet quand vous saisissez mon nom dans Google, comment la culture était faite, le champ, la culture, la récolte, quand on le faisait. C'est là où je me suis retrouvé, et la nature étant toujours clémente avec moi, ça a réussi, le bissap a réussi, c'était le début. Et combien de temps ça met le bissap? Le bissap, avec la récolte, en tout, il faut trouver 4 mois. 4 mois. Oui. Et moi, j'ai fait le rouge, parce qu'il y a 2 types de bissap. Il y a le vert, ce que communément les gens appellent gnato. Le gnato, c'est un type de bissap, les gens ne savent pas. Ah ouais, non. Oui. C'est ça, la même forme, c'est la couleur qui diffère. La même forme, la même taille, etc. C'est la couleur seule qui diffère. Donc le rouge est beaucoup plus utilisé pour le jus, pour les infusions, etc. Le vert est utilisé beaucoup plus pour la sauce. Mais actuellement, les gens utilisent le vert pour faire du jus aussi. Ah oui, c'est bon à savoir ça. Voilà. Donc tout ça, tout ce que je viens de vous résumer, c'est comme si c'est juste 10 minutes que j'ai utilisé pour le faire, mais c'était pas facile. Ah, j'imagine bien. Ouais, je suis pas agronome, j'ai décidé de quitter une banque. La banque, j'ai pas décidé de quitter parce que le contrat était arrivé à terme. Bon, je ne dirais pas qu'on n'a pas voulu renouveler, mais on m'a pas renouvelé. Je préfère le dire comme ça, on m'a pas renouvelé. Et ce serait difficile pour moi de quitter un environnement professionnel pour se retrouver à la maison. Et des fois, vous aurez la dépression, quoi. Ah oui, voilà, donc j'ai décidé de faire quelque chose, peu importe ce que ça coûtera. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le thé bissap est connu dans plusieurs pays en Afrique et dans certains pays aussi en Europe. Et c'est un secteur qui est rentable? Oui, il faudrait la patience. Parce que nous sommes dans un pays où, avant de changer le rythme de consommation des clients, c'est un peu difficile. Actuellement, il y a le Lipton qui est à 450 ou à 500. Donc nous qui achetons premièrement les papiers filtres de la Chine, les boîtes que nous faisons, les boîtes avant d'être imprimées au Togo, tout vient de l'extérieur. Mais voilà, la production, nous avons juste la matière première et tout ici, et l'emballage ici. Donc imaginez, nous qui commandons ces choses de l'extérieur, chercher à rivaliser avec quelqu'un qui amène par exemple 10 millions d'unités de thé par jour. Et le bissap, il est à combien alors? Le thé de bissap est à 1500 avec nous. C'est dans les supermarchés, vous pouvez trouver ça au niveau de Ranco, au niveau des stations d'essence, des supérieurs de stations d'essence. Est-ce que vous avez eu du financement, vous avez eu de l'aide par le gouvernement, enfin par le ministère de l'Agriculture? En toute franchise, non. En toute franchise, non. Quand je le dis, les gens pensent que c'est pour être en fait égoïste, mais c'est pas juste ça. Moi, je trouve ça comme une opportunité. Moi, je suis entrepreneur. Tout ce qui m'arrive, moi, je trouve ça comme une opportunité. Nous ne pouvons pas tous être financés par l'État. Nous ne pouvons pas tous être pris en charge par l'État. Donc, l'État, j'ai reçu beaucoup plus l'accompagnement technique de l'État. Il y avait souvent, ça fait une fois, l'État togolais par le biais du ministère de développement à la base, son Excellence Madame Doué, qui entre-temps a demandé qu'on m'envoie assister à une formation en Côte d'Ivoire. C'était un forum des jeunes chefs d'entreprise et jeunes entrepreneurs africains. J'étais allé là-bas, j'ai suivi des formations. C'est des formations qui ont été payées par l'État togolais. Donc moi je me dis déjà que c'est quelque chose. En fait. Le financement n'est pas souvent limité, n'est pas uniquement limité à l'argent. Quand on vous envoie aussi faire des formations pour pouvoir gérer votre société, c'est aussi une sorte de financement. Donc c'est comme ça, moi je le prends.
Mais au début, j'ai évolué sur fonds propres. Et aujourd'hui, si je ne dirais pas conseiller, si je dois dire à ceux qui veulent entreprendre de comment s'y prendre, je leur dirais seulement de le faire sans faire de prêt. Parce que tout un produit, bien tout un projet au début, c'est difficile. C'est difficile, oui. Vous ne savez pas, par exemple, cette bouteille d'eau, vous ne savez pas que en commandant ça, peut-être au Ghana, peut-être au Nigeria, en arrivant, il peut y avoir des défauts de fabrication. S'il y a des défauts de fabrication, vous avez déjà emprunté l'argent. La microfinance ou la banque va vous dire, moi je veux mon argent. Oui. Même s'ils compatissent, ils vont dire en fin de compte que eux, c'est l'argent leur ressource, parce que ce n'est pas leur argent. Donc, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour rembourser? Donc, tout ça fait que moi, je propose qu'au début, première année, deuxième année, ce serait difficile, mais essayez de tout faire avec votre argent. Quand le projet sera assis, vous pouvez maintenant recourir au prêt de la banque. Voilà. Il y a Cagny Group et aussi Cagny Express. Que proposent ces deux structures? Ok. Je dirais que la maison mère même, actuellement, la maison mère, c'est Cagny Group. Et Cagny Group, il y a plusieurs entités ou bien il y a plusieurs services. Nous avons Cagny Express qui est spécialisé dans la livraison. Nous avons des coursiers, livraison de repas, dépôt de courrier, légalisation de dossiers, achat de produits pharmaceutiques dans les pharmacies. Ça voudrait dire simplement que je suis par exemple dans une clinique, j'assiste ma mère, mon père, on me demande d'acheter des médicaments, mais je ne pouvais pas laisser ma mère ou bien mon frère ou bien mon mari. J'appelle Cagny Express, je leur dis, je veux tel produit, soit vous envoyez par WhatsApp la photo de votre facture, de votre ordonnance. Nous, on essaie de tirer dans notre envoi. On ira acheter à l'arrivée, vous nous remettez ce que les produits ont coûté. En plus de ça aussi, vous allez nous payer notre argent, c'est-à-dire la course, quoi, en fait. À part ça, il y a aussi ce que nous appelons l'envoi de colis à l'intérieur du pays. Il y a des gens qui décident d'envoyer des colis ou de déposer des dispositions. Voilà, nous avons des partenaires. Voilà, nous avons des partenaires à l'intérieur du pays qui le font. En plus de ça, il y a nous nous spécialisons comme le premier service de livraison des produits made in Togo. Ça voudrait dire vous avez une fois acheté du miel quelque part, une marque, et que vous ne retrouvez pas le miel, vous ne retrouvez plus la maison mère qui commercialise le miel. Vous pouvez appeler Cagny Express pour lui dire je veux tel miel, telle marque. Donc Cagny Express avec ses partenariats avec les boutiques Made in Togo, on vous cherche automatiquement le miel et puis on vous l'apporte et puis vous payez. Vous pouvez dire je veux du riz délice 25 kg, 40 kg. Nos agents viendront vous livrer là où vous êtes. Également le rechargement de gaz, etc. Ah, mais c'est génial, c'est super ça. On fait rien et hop, on appelle. Ça coûte, bien sûr. Vous pouvez intervenir dans l'émission en posant vos questions, notre invité, en appelant sur le 91 09 71 71 ou sinon sur le numéro Move en 96 61 58 58. Donc, dans pas longtemps, on pourra ouvrir le micro pour vous. Quel est votre regard, Monsieur Cagny, sur l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat dans les pays francophones est différent de l'entrepreneuriat dans les pays anglophones. C'est-à-dire? Dans les pays francophones, on nous a dit, va à l'école, dans 15 ans après, tu seras dans un bureau climatisé pour percevoir. Dans les pays anglophones, même à l'église, on leur dit, va chercher telle bouteille, vends-le, ajoute 10 francs, et tu peux avoir quelque chose de quoi manger. Mais ne quitte pas l'école, tu peux continuer l'école. C'est la seule différence qui est entre nous. Ce qui fait que l'entrepreneuriat dans les pays francophones peine à décoller. Alors que l'entrepreneuriat, il y a les preuves. L'entrepreneuriat au Nigeria, l'entrepreneuriat au Ghana n'est pas pareil que l'entrepreneuriat au Togo, l'entrepreneuriat au Bénin. Il y a tout ça. Oui. Et aussi, je viens tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, je viens d'une église où j'ai formé les femmes pasteurs. Je leur ai dit, tout doit partir de l'église. Parce que quand un fidèle a un problème, il dit, pasteur, j'ai tel problème, priez pour moi. Quand vous priez pour le fidèle, essayez de lui dire, ayez le courage de lui dire, j'ai fini de prier maintenant, sors et va chercher quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui écrit chaque jour, j'ai l'honneur, et va
dans une église pour dire Seigneur bénis-moi, je veux déposer tel dossier pour qu'on m'appelle. Ah oui, non, mais Plus de 1000 même, c'est petit. ça se fait pas tout Voilà. seul. Donc au Togo, si 10 000 jeunes prient chaque matin, ça voudrait dire que si les vœux de Kokou sont exaucés, ça voudrait dire que Dieu n'aime pas Kofi? Non, pas du tout. Ouais. Nous devons être en face de la réalité, se dire que le marché est saturé. Nous ne pouvons pas tous entreprendre, mais nous pouvons tous contribuer à l'entrepreneuriat. C'est ce que l'État fait. Et l'État togolais toujours l'a dit et l'a manifesté. Et je prends l'exemple de l'existence des mécanismes de financement et d'accompagnement des jeunes. Ça voudrait dire que l'État vous dit que je suis à bout de souffle. Est-ce que vous imaginez un jour le chef de l'État sur une chaîne dire que nous ne pouvons plus recruter? Non. Mais ils sont en train de le dire indirectement que les jeunes, vous devez aider l'État à vivre. À vivre. Voilà. Et pas attendre que... et ne pas attendre. C'est la différence qu'il y a entre les deux pays. Aujourd'hui au Togo, ça avance. Ça avance, mais ça ne court pas encore. La vitesse à laquelle les Singapouriens, les Indiens, les autres, les étrangers viennent au Togo, c'est pas avec la même vitesse nous répondons. Aujourd'hui, la guerre qui existe n'est plus une guerre avec des armes blanches ou bien avec des fusils, non. C'est la faim. Quand vous ne mangez pas le matin jusqu'à 10h, 11h, vous imaginez comment votre corps tremble. Et si vous avez faim, vous décidez automatiquement, si on vous donne une bouteille d'eau, vous voulez boire d'abord. Si on vous donne un petit grain d'arachide, vous voulez manger d'abord. Oui. Est-ce que vous vous demandez si c'est produit par un musulman, si c'est produit par un catholique, si c'est produit par un animiste, etc. Vous ne vous posez pas de questions. Donc c'est ça qui va nous envahir et arriver un moment, le pays ne va plus nous appartenir. Les jeunes crient, ils ont besoin d'emploi. Quand les étrangers viennent dire au chef de l'État, je veux créer d'emploi, vous voulez que le chef de l'État refuse? C'est pas possible. Il ne peut pas refuser. Il y a des enfants qui sont là, ils veulent de l'emploi. On est obligé de créer de l'emploi. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, nous qui avons fait déjà, je fais cette année 12 ans dans l'entrepreneuriat, nous qui avons fait déjà des preuves, l'État le fait déjà, l'État nous accompagne pour que notre société ne s'écroule pas. C'est vrai que nous voulons devenir des champions. Nous sommes des petits champions, mais l'État doit toujours et ne jamais cesser de nous accompagner. Parlant de l'emploi, votre projet a permis de créer plus de 50 emplois direct et c'est ça en 2019 et aujourd'hui vous en êtes à combien à peu près? Merci beaucoup. Si je fais le bilan, je vais aller au-delà de 2018-2019. Si je fais le bilan des 5 ans d'existence, je pèse bien mes mots, nous avons créé plus de 1000 emplois. Wow, je vais essayer de vous le dire, parce que quand on dit emploi, les gens se disent, oh, il a seulement évoqué le chiffre. Non. J'étais à Kumakonda. La surface cultivable ne m'appartenait pas. J'ai loué, j'ai créé de l'emploi. Partout où je l'ai loué. Les métayers qui sont venus m'aider à faire le champ. J'ai créé de l'emploi pour ces métayers. Lors de la récolte, les métayers qui m'ont aidé à faire les semis ne sont pas les mêmes qui sont revenus. Nous avons agrandi le nombre, puisque c'est la récolte. Oui. Tout cela, je leur ai créé de l'emploi. Avant de convoyer la matière première de Palimé vers Lomé, le chauffeur avec qui j'ai négocié, je lui ai créé de l'emploi. Le chauffeur qui venait était obligé d'acheter de l'essence. Ça vous dire, je paie le chauffeur, le chauffeur paie celui qui lui vend de l'essence. Arrivé à Lomé, nous devons sécher. Si nous devons sécher, nous devons acheter ce sur quoi nous devons sécher. Nous avons créé de l'emploi. Ceux qui m'ont aidé à Lomé à sécher, nous avons créé de l'emploi. Nous avons séché, nous ne mélangeons pas le séchage du mardi avec le séchage du mercredi pour éviter les moisissures. Ceux qui m'ont aidé à le faire, c'est de l'emploi que nous avons créé. Après, nous sommes obligés de rendre les calices un peu plus fins. Quand les calices sont un peu plus fins, ça voudrait dire que nous devons l'adapter au papier filtre. Les papiers filtres, c'est les T-bags, ceux dans quoi on met la matière première. Nous avons créé de l'emploi à ce niveau. Par exemple, Ranco, qui est venu acheter, c'est parce qu'il y a assez de produits au niveau de Ranco. C'est pourquoi Ranco aussi a recruté. Oui. Si aujourd'hui on dit qu'il n'y a pas de produits dans les rayons de Ranco, Ranco ne peut plus travailler.
ça voudrait dire d'une manière ou d'une autre, nous avons contribué aussi à la création de l'emploi par le biais de Ranco. À part ça, il y a des gens qui viennent. Il y a des gens qui viennent prendre les produits pour aller vendre. Oui. Il y a des boutiques Made in Togo. Nous faisons des dépôts-ventes là-bas. Ça voudrait dire nous déposons nos produits, nous leur permettons d'ouvrir leur boutique pour pouvoir vendre aussi. C'est toujours sur la ligne. En plus de ça aussi, et il y a de cela 3 ans déjà, nous faisons aussi du jus de bissap. Et dans les vacances, nous faisons ça dans des petites bouteilles à hauteur de 100 francs. Oui. Nous avons recruté les déshérités, ceux qui doivent préparer leur rentrée, les jeunes. Donc ils sont venus travailler. Nous avons pris le grand marché d'Assigari, comme notre base. Donc chaque matin, nous avons acheté des contenants, le branding, tout ce qu'il faut, nous l'avons fait. Et nous avons recruté 100 jeunes. Pour les vacances scolaires. Pour les vacances. Oui. Il y a cela 3 ans, si je me rappelle. Donc ça vous a dit que chaque matin, ils viennent. Chacun prend sa paille, ils viennent. Chacun prend sa paille, ils viennent. Nous l'avons fait en 2019, nous participons aux foires. Et à chaque fois, nous sommes obligés de recruter des jeunes pour animer le stand. Des jeunes pour essayer de nous faire ci. Des jeunes pour essayer de nous faire ça. Donc en moyenne, ce que nous avons créé sur la durée, c'est pas petit. C'est pas petit. Bravo, en tout cas. On va donner la parole à Faustin. La boîte à questions, donc c'est chaque semaine Faustin récupère vos questions en ligne ou sur notre page Facebook. Donc voilà, et nous vous annonçons ça en direct. Ces questions sont posées à notre invité du jour. Bonjour Faustin. Bonjour ici. Alors, dis-nous tout. Ok, d'accord. On va partir dans un premier temps avec cette question qui vient d'Eden, qui pose en fait cette question. On sait que cette situation relative au Covid-19 a une répercussion en fait sur toutes les entreprises, structures, start-up, etc. Quelle est en fait la répercussion directe que cette situation a eu sur vos activités? Ok, merci beaucoup pour la question et merci à la personne qui l'a posée. Voilà, Edem. Covid, moi je dis les jeunes entrepreneurs face au Covid, ou bien Covid face aux jeunes entrepreneurs. Et c'est vrai que la pandémie a mis tout le monde à terre. Pourquoi? Au début, actuellement, ma production n'est pas industrialisée. Ma production n'est pas industrialisée. Avant l'avènement de la pandémie, il suffisait que mes agents viennent. Nous avons là où il faut se laver les mains, se protéger, porter des blousons, etc. Et quand nous commençons par trier, il y a plusieurs étapes. Quand nous commençons par trier le bissap, au début, on ne portait pas de gants. Mais sur la ligne, arrivé un moment, il faut porter des gants. Mais au début, on ne portait pas de gants. Avec l'avènement de la pandémie, nous sommes obligés de porter des gants sur toute la ligne. Dépenses de surplus. En plus de ça aussi, il y a certaines dispositions qui n'étaient pas obligatoires. Tout ça, c'est des formations que j'ai suivies avec le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Santé à travers l'INH. Il y a certaines choses qui n'étaient pas obligatoires, mais avec la pandémie, c'est obligatoire. Ça fait, voilà. Le chiffre d'affaires a automatiquement chuté. Parce que au début, si vous vous rappelez bien, au début de la pandémie, chacun cherchait là où se cacher. On ne cherchait pas à boire du thé. Chacun se disait, bon, c'est comme s'il y aura une famine, je préfère acheter 40 bols de riz ou bien 40 bols de maïs que je vais garder chez moi. Quand on demandera aux gens de ne plus sortir, je préfère manger ça. Or, le thé, c'est après avoir mangé. Donc, les chiffres ont diminué. Mais, comme je l'ai dit, comme tout entrepreneur, il faut utiliser tout ce qui arrive comme des opportunités. Vous allez voir que quand le chef de l'État a instruit les professeurs d'université pour sortir quelque chose pour que la population puisse utiliser, il est sorti que la consommation du bissap fait du bien pour renforcer le système immunitaire. Vous voyez à peu près. Donc ça voudrait dire qu'en quelque sorte, ça a repris, les gens ont commencé par avoir confiance. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que il y a une crise de confiance vis-à-vis des produits togolais. Si je dépose par exemple sur cette table
un sachet de thé de bissap et je dis que c'est du thé, je l'ai produit au Togo, si je vous dis de consommer, l'impression que vous aurez quand on dépose par exemple un thé qui vient des États-Unis ne seront pas les mêmes. Tout ça c'est l'éducation, on dira que ce qui vient des États-Unis, automatiquement c'est la meilleure des choses. Que ce qui vient du Togo, est-ce que c'est bien fait, etc., etc. Mais je me pose une question. Il y a de cela 90 ans. Nos parents n'avaient pas épousé la régulation, certification ISO et autres. Mais ils allaient jusqu'à 100 ans, 80, 90. Aujourd'hui, nous qui avons épousé les certifications ISO 89000, ISO 2050, etc., nous mourrons à 40 à 45 ans. Il faut dire que l'espérance de vie a diminué. Vous voyez un peu, c'est juste un peu ça. C'est banal, mais c'est la réalité qu'on a en face. Voilà, le Covid. Une autre question, quelles sont en fait vos attentes vis-à-vis du consommateur d'une part et des autorités étatiques? Ok, mes questions à deux volets. Premièrement, par rapport aux consommateurs, par rapport aux clients, c'est toujours continuer par soutenir, je ne dirais pas continuer par soutenir moi seul, mais continuer par soutenir les jeunes entrepreneurs togolais. Quelqu'un qui fait du batik, acheter. Quelqu'un qui a commencé par faire des perles, acheter. Quelqu'un qui a fait sortir par exemple un ordinateur Made in Togo, ça travaille très bien, acheter. Quelqu'un qui a créé un garage Made in Togo pour pouvoir réparer les voitures, etc., allez dans son garage. Si vous refusez de le faire, vous confiez uniquement votre ressource ou bien votre économie à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas une mauvaise chose quand on dit que l'économie doit être plutôt dans la main des nationaux. Non, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça ne voudrait pas dire que nous ne sommes pas hospitaliers. Loin de ça. Donc la population, les consommateurs doivent continuer toujours par nous soutenir comme ils le font. Et quand vous constatez qu'un produit togolais est défaillant, essayez d'appeler, sur chaque produit il y a des numéros, essayez d'appeler, prodiguer des conseils. Moi par exemple, si je suis arrivé à ce niveau aujourd'hui, c'est parce que j'ai pris en compte les conseils, etc. Mais quand vous donnez les conseils sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, l'intention ne sera plus de corriger la personne, mais plutôt l'intention serait de nuire à la personne. Vis-à-vis de l'État, l'État continue toujours de le faire. L'État doit essayer d'augmenter un peu le niveau de soutien qu'il apporte déjà aux jeunes entrepreneurs togolais. Pourquoi la course va vite? C'est comme à la Usain Bolt. Il y a Usain Bolt de l'autre côté et nous sommes en train de courir comme des vieilles dames. Nous ne pouvons jamais être à leur niveau. Donc, je prie aussi, à part le chef de l'État, ceux à qui les projets sont confiés et à qui on dit soutenez les jeunes, etc., etc. Arrêtez de dire celui-ci n'est pas de mon village, celui-ci n'est pas... Et arrêtez d'encourager l'incompétence. Quand un jeune mérite un poste, confiez-lui le poste. Quand un jeune mérite un projet, confiez-lui le projet. Quand un jeune mérite 50 millions pour accroître le chiffre d'affaires, essayez de lui donner ça. Ne dites pas que il n'est pas avec nous, il n'est pas, etc., etc. Merci beaucoup, merci Faustin. Et à la semaine prochaine pour d'autres questions. Donc on va laisser la place à la rubrique Impact Digital. Donc toutes les semaines, vous allez retrouver cette rubrique présentée par Valentin qui nous emmène dans l'univers du digital avec les questions liées aux activités de notre invité. Bonjour Valentin. Alors, bonjour. Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à notre invité principalement. Et puisque nous parlons du digital, mais aussi nous parlons de marketing. Et donc nous allons beaucoup plus aborder l'aspect marketing compte tenu de votre activité qui est une activité, on va dire, de production et de vente, bien entendu. Et pour venir en fait sur l'aspect marketing, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que si on dépose sur une table un produit made in USA et un produit made in Togo, les gens systématiquement vont vouloir prendre le produit qui vient des États-Unis et autres. Bon, la question qu'il faut se poser,
Est-ce que les gens vont adopter le produit qui vient des États-Unis parce qu'il a un meilleur packaging, une meilleure présentation, ou bien les gens vont adopter le produit togolais juste parce qu'ils ont connaissance du fait que voilà, c'est produit au Togo? Est-ce que le fait d'avoir un bon packaging, une meilleure présentation n'impacte pas le choix des consommateurs? Merci pour la question. Avant de répondre, je vais dire ceci. Consommer produits togolais, ça vous rappelle quelque chose, non? Bien sûr. Il faut savoir que la sensibilisation joue un rôle fondamental dans la consommation locale. Ça voudrait dire aussi que le packaging seul ne le fait pas. Mais aujourd'hui au Togo, je peux vous dire que il y a de meilleurs packaging au Togo. Actuellement, il y a mes amis, mes collaborateurs, mais pas mes collaborateurs, mes amis qui ont leurs produits dans les supermarchés européens. Aujourd'hui, quand vous voyez le packaging de plusieurs riz au Togo, c'est waouh. On ne peut pas dire que ce packaging ne peut pas être vendu dans les autres pays. Mais néanmoins, il n'y a jamais eu de 100%. Il y a parmi les jeunes entrepreneurs aussi certains qui doivent améliorer leur packaging. Le packaging, ce n'est pas uniquement le design de la boîte. Le packaging, c'est aussi, il y a certains produits, vous les prenez, vous ne savez pas là où c'est produit. Vous n'avez pas de numéro de téléphone. Vous n'avez pas de mail. En plus de ça aussi, ce n'est pas facile d'aller vers un infographe et lui dire d'agencer les couleurs uniquement. Les couleurs se parlent. Et si vous ne savez pas, si ce n'est pas votre domaine et que vous le faites, vous allez dépenser 10 millions, 20 millions à mettre un produit sur le marché, vous serez toujours en arrière. Ça ne va pas prendre. Donc tout ça là, c'est du chemin. Par exemple, moi j'ai changé, ça fait 3 fois que moi j'ai changé la boîte du Tébissa. Voilà. Donc, vous reconnaissez l'importance aussi donc de cet aspect sur lequel il faut travailler. Je suis d'accord avec vous. Et c'est très important. Il faut le dire, avant de mettre un produit sur le marché, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique. Et tous les entrepreneurs doivent être au courant en fait de ces aspects-là qui sont marketing. Parce que dans le marketing, on ne dit pas vu, pas pris. Si on n'attire pas l'attention, les gens ne prennent pas. On peut tout dire. On peut dire consommer produits togolais. On peut dire consommer telle chose. Mais il faut donner envie aussi aux gens. Le deuxième aspect sur lequel je vais venir, c'est vous, en tant qu'entrepreneur, vous m'avez dit que ça fait 12 ans que vous êtes engagé dans cette aventure. Aujourd'hui, si on veut parler de l'aspect digital, comment est-ce que vous tirez parti des technologies numériques, soit pour promouvoir vos produits, soit pour accélérer ou bien améliorer, optimiser votre processus de production? D'accord, merci pour la question. Moi, je dirais que si vous êtes entrepreneur au début, vous êtes tout à la fois. Vous êtes gérant, responsable ou directeur général, vous êtes votre propre comptable, vous êtes votre propre service de communication, vous êtes votre propre secrétaire au début. Mais arrivé à un moment, vous êtes obligé de recruter des gens qui vont travailler avec vous. Vous voyez? Donc l'aspect service communication, moi je l'ai confié à des partenaires. Vous allez les connaître peut-être. Il y a l'un qui s'appelle Didier Kissodé, il y a l'autre qui s'appelle Israël Afradio. Nous avons discuté et nous nous sommes dit que nous devons constituer une chaîne. Ça voudrait dire qu'avant que la chaîne ne tourne, il faudrait que chaque côté de la chaîne puisse se dérouler correctement. Donc là où je leur ai confié la communication des réseaux sociaux, je leur ai aussi confié la gestion de notre page, parce que je me dis ce serait difficile pour moi de réfléchir, de me demander comment est-ce qu'il faut parfaire ma boîte. Et en même temps, je serai là à dire que je vais composer des tests pour faire une communication sur les réseaux sociaux. C'est difficile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne le font pas, mais arrivé un moment, nous sommes obligés de le faire. Nous sommes obligés de le faire parce que c'est même difficile des fois dans la journée de trouver un temps pour vous-même se réjouir. 30 minutes maximum pour se réjouir ou bien se nourrir. Aujourd'hui, la majorité des jeunes entrepreneurs sont ulcéreux. Vous ne savez pas parce que il y a le stress, vous ne mangez pas à temps.
il y a tout ça. Si vous voulez atteindre un certain niveau, il y a certaines choses que vous ne pouvez pas badiner. Donc le service de communication, moi de mon côté, je l'ai élargi, je l'ai mis à l'externe. Ça me permet aussi de dépenser moins. C'est-à-dire, je ne vais pas recruter quelqu'un que je vais payer peut-être 100 000, 200 000 à la fin de chaque mois. Donc, eux, on a un partenariat. Ce qu'ils me demandent, je leur mets à disposition un peu. Leur rôle, c'est de surveiller les visuels, etc., concevoir des messages à balancer sur les réseaux sociaux, etc., etc. S'il y a des commandes, c'est à eux maintenant de nous revenir pour nous dire qu'il y a des commandes, d'aller les servir. C'est comme ça que nous l'avons fait. D'accord. Donc aujourd'hui, en termes de mesure de l'impact de tous ces efforts de communication, qu'est-ce que vous nous direz? Si on me demande sur par exemple 50, je dirais que à plus de 40%. C'est-à-dire 40 c'est plus de 40 sur 50 en fait. D'accord. Ce que la communication a fait pour ce que je suis, ce que mon produit. D'accord. En termes de notoriété, j'imagine bien. Oui. Et en termes de vente, concrètement, comment est-ce que vous pouvez mesurer peut-être? Je sais que vous avez beaucoup de canaux de distribution, notamment à la vente en boutique, dans les supermarchés, la vente directe. Et si on veut essayer de faire une répartition de vos différentes sources de vente, le digital représenterait combien? Vous avez une idée? Sur une échelle de combien? C'est-à-dire en termes de pourcentage. En termes de pourcentage? Voilà. Parce que, est-ce qu'on peut dire que... Moi, sans mentir, ça dépend plus de 50%. Parce que c'est grâce à la communication que j'ai été contacté par un média depuis Cotonou et depuis la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui se sont déplacés pour venir me faire réaliser des interviews, réaliser un mini documentaire avec moi juste parce qu'ils ont vu que je faisais ci au Togo. C'est grâce à la communication. Donc s'il n'y avait pas la communication, je n'aurais pas ces opportunités-là. Ouais. Donc moi je me dis, on ne peut pas cacher en fait, on ne peut pas mettre sur le marché un produit et se dire que nous allons déposer le produit et arriver un moment le produit va s'éclore de lui-même. C'est pas possible. Il faudrait un minimum de communication. Surtout qu'aujourd'hui, avec le digital, les coûts en termes de communication quand même sont beaucoup plus modérés. Oui. Et les accès pour les jeunes entrepreneurs sont, on va dire, plutôt accessibles, quoi. Oui. Vous n'avez plus besoin d'aller sur une grande chaîne de télévision pour qu'on parle de vous, même si bon, c'est toujours bien quand même d'aller sur une chaîne de télévision. Bon, on a aussi des chaînes de télévision numériques qui sont YouTube et les autres plateformes, bien entendu. Ok. Et au niveau de votre outil de production ou bien de votre chaîne de valeur, puisque j'ai bien compris que vous avez essayé d'intégrer toute votre chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production, bon, seulement la distribution qui n'est pas intégrée, puisque vous dépendez encore en bonne partie des distributeurs, qui sont les grandes surfaces. Et en termes de la production et autres, en quoi est-ce que vous intégrez le digital dans l'optimisation de vos process? Est-ce que vous avez aujourd'hui, comme on peut le dire, un outil, par exemple, de gestion de clients, de CRM et autres, pour gérer l'ensemble de vos commandes? Nous l'utilisons beaucoup plus au niveau de la gestion du stock. D'accord. Parce que toute société, je dis aussi que si vous voyez les humains, on dit souvent les soldats ou bien les forces de l'ordre existent, c'est parce que l'humain refuse d'être droit. Donc je ne peux pas confier la production des thés à une équipe et ne pas les superviser. Même à Mina et autres, les agences de production sont surveillées. Là, il y a la digitalisation. Combien de thés nous avons fait aujourd'hui? Il faudra les renseigner pour que je puisse savoir qu'aujourd'hui, on a produit par exemple 20 thés Bissap. On a produit par exemple 20 thés minceurs. On a produit par exemple 30 artémisia pour moi aujourd'hui. Ça me permet aussi d'avoir une idée sur la commande des emballages que nous avons. Vous voyez, c'est vrai que tout ça là, ce n'est pas facile, mais nous sommes obligés de le faire comme ça pour ne pas rouler à perte. Vous voyez, à part ce côté aussi, là où nous utilisons beaucoup plus le WhatsApp, etc., c'est quand il y a un petit souci au niveau de la production, les gens sont obligés d'avertir pour que nous trouvions des solutions automatiquement. Et par exemple, nous sommes dans un immeuble, mais il arrive des fois où nous sommes en saison de pluie. Vous pouvez arriver un matin, vos matières premières sont mouillées. Vous allez faire comment?
le chef service de production ne sait pas comment faire. Il ne sait pas s'il faut jeter, s'il faut sécher à nouveau. Il est obligé de passer par le canal là pour avertir le reste de l'équipe. Vous voyez un peu, le digital joue un grand rôle dans ce que nous faisons. Là, nous n'avons pas encore parlé de Canny Express, nous sommes juste en train de parler de thé. Si nous allons du côté de Canny Express, la livraison, comment il faut recevoir des commandes, il faut dire à un client le produit que nous avez confié, ça a été livré, on vous paie comment, etc., etc. Tout ça en fait. C'est ça. Ouais, merci beaucoup. Merci. Valentin. Et à la semaine prochaine. Merci à la semaine prochaine. Merci beaucoup à vous aussi. Donc on va laisser la place à la rubrique Success Story avec Cathy, donc qui nous emmène à la découverte d'un entrepreneur. Cette semaine, donc elle va nous parler de Harlan David Sanders. C'est le portrait de la semaine. Bonjour Cathy. Qui est Harlan David Sanders? Oui, bonjour ici Mimi, bonjour à tous les auditeurs. Et je pense que ça va beaucoup impressionner cette histoire, cette success story. Tous ceux qui entreprennent et qui aussi parfois se prennent un peu les pieds dans le tapis et malheureusement échouent. Là, je vais vous vraiment parler d'un homme qui a beaucoup échoué dans sa vie, mais son histoire est vraiment très belle. Très belle. Alors, on parle de quelqu'un, vous allez peut-être le découvrir au fur et à mesure de mon histoire. En fait, je vais vous catapulter directement dans le 19e siècle. Hein. On va aux USA, dans l'Indiana, et je ne vais pas vous raconter une histoire de cow-boy, rassurez-vous, plutôt l'histoire du petit Harlan David. Il est né en 1890 dans une famille très modeste, et puis il va passer toutes ses premières années à se chercher en endossant tour à tour les costumes de pilote de bateau à vapeur. Alors évidemment, c'est pas des métiers de notre époque, hein, mais de pompier, de chemin de fer par exemple, ou encore d'agriculteur. Et puis c'est en 1930, à l'âge de 40 ans, que Harlan David a réussi à faire, à prendre ses petites économies pour s'offrir un motel au bord de la route à Corbin, dans l'état du Kentucky. Alors j'espère que là, certains auditeurs ont déjà un petit peu la puce à l'oreille. Kentucky, ça va peut-être vous dire quelque chose. Alors il commence à servir son poulet à la mode du Sud, avec de la purée de pommes de terre, préparée selon sa propre recette d'aromates et d'herbes, qui rencontre à l'époque un franc succès déjà. Eh bien, la chance semble enfin lui sourire à ce brave monsieur, mais la construction d'une autoroute devant son établissement va lui faire perdre la majorité de ses clients. Pas de bol. Son entreprise est alors au bord de la faillite. Il doit vendre à perte et rembourse à peine ses dettes. Bah oui. Plus moyen avec cette autoroute un peu comme celle que l'on a, la construction qu'on a actuellement en allant vers Anero, là, c'est un peu compliqué pour les boutiques. Vous imaginez à l'époque ce que ça donne pour son commerce. Alors cet homme, abusé, ruiné, et âgé alors de 66 ans, ne va pas se décourager pour autant. Il est convaincu par le potentiel de sa fameuse recette secrète de poulet frit, et Harlan David Sanders décide de commercialiser son concept. Et voilà enfin la fameuse idée de génie. Plutôt que d'investir à nouveau dans son propre établissement, Sanders décide de partir à la rencontre de tous les restaurateurs qu'il croisera sur son chemin. Et là, il va parcourir des dizaines de milliers de kilomètres dans le nord des États-Unis. Et infatigable VRP, il prépare son poulet aux employés et aux gérants. S'ils sont séduits, bingo, il entame des négociations pour leur vendre sa recette unique. C'est vraiment le roi du marketing. Hein. Il va vraiment pousser toutes les portes. Il va sillonner ainsi l'Amérique et le Canada pendant au moins 2 années. Et alors là, attention, parce que là, c'est là où on voit que vraiment ça a été très très difficile pour lui. Il va essuyer plus d'1 millier de refus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a poussé une porte, la plupart des restaurateurs lui ont dit non, merci, ça ne nous intéresse pas. Mais malgré ça, il a continué pendant 2 ans. Et là, grâce à ça, le succès est enfin au rendez-vous au tournant des années 40. Alors on est quand même toujours au milieu du XXe siècle, hein, c'est pas récent, mais quand même l'histoire est presque toujours d'actualité. Et durant tout ce temps, le colonel a perfectionné son mélange d'herbes et d'épices, qui sont d'ailleurs encore utilisés aujourd'hui, et dont la recette est, paraît-il, toujours secrètement gardée dans un coffre-fort dans le bureau de la firme. C'est en 1950, en revêtant pour la première fois son emblématique costume blanc, que le colonel Sanders devient la 2e célébrité la plus reconnaissable du monde. Imaginez-vous, c'est vraiment le roi du marketing. Il a complètement compris à l'époque qu'il fallait vraiment avoir cette image très proche, en fait, on le reconnaît entre mille.
Et 2 ans plus tard, la première franchise Kentucky Fried Chicken, vous avez compris de quoi il était question, ouvre ses portes près de Salt Lake City et Harlan Sanders constitue sa nouvelle société qu'il va nommer KFC. Alors qui est connu bien sûr partout dans le monde, hein, oui. KFC, c'est le roi du poulet. Eh bien, sur les conseils de Pete Harman, le propriétaire de la toute première franchise vendue à l'époque par le colonel. La jeune société va dès lors croître de façon exponentielle jusqu'à compter 600 points de vente à travers tout le nord des États-Unis. Alors à 74 ans, le colonel se met en retrait et vend KFC à des investisseurs pour la modique somme à l'époque de quand même $2 millions. En 1980, après une houleuse et une vie bien remplie, Sanders tire sa révérence à l'âge de 90 ans. Il aura bien vécu, mais depuis, son héritage se perpétue à travers la marque KFC. Depuis 1997, la marque dont le slogan de l'époque était « bon à s'en lécher les doigts », encore une bonne idée marketing, fait partie du groupe Yum Brands Inc., donc c'est en anglais, hein, veuillez m'excuser pour l'accent. Basée dans le Kentucky, la compagnie s'impose comme le leader de la restauration thématique à l'international et opère plus de 48 000 restaurants, dont 20 000 KFC répartis dans 145 pays dans le monde. Énorme. Avec en moyenne 8 nouveaux restaurants inaugurés chaque jour, le groupe s'illustre comme l'un des acteurs les plus dynamiques en matière de développement de vente au détail à l'échelle mondiale, mais plutôt quand même assez rare en Afrique. Hein. On peut toutefois déguster la fameuse recette du colonel au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, en Afrique du Sud et encore à Madagascar. Donc principalement plus dans les pays anglophones, hein, en Afrique. Pour vous dire combien KFC est populaire, alors ça c'est un petit exemple, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai préparé la chronique. Au pays du soleil levant, par exemple, beaucoup imaginent qu'il s'agit d'une société japonaise, KFC. Et de nombreuses familles n'hésitent pas à réserver des semaines à l'avance afin de passer le réveillon de fin d'année dans un des restaurants de la chaîne. Je pense que c'est un restaurant japonais tellement c'est connu là-bas. Alors le colonel Harlan Davis Sanders avait parfaitement compris en son temps que la seule manière d'échouer, c'est d'abandonner, et le reste, et reste à ce jour un exemple de réussite et un modèle à suivre en matière d'entrepreneuriat. Mais c'est un bel exemple et de pas abandonner surtout, c'est ça. Ne pas abandonner, et puis donc du coup l'été, Bissa pourrait peut-être accompagner l'équipe de poulet de KFC pour faire digérer, parce que la recette quand même reste un peu grasse malgré tout. Même si c'est une belle success story, ça reste des recettes qui sont un peu lourdes pour la santé. Le pas poulet forcément les meilleurs qu'ils soient. Le poulet est bien consommé. Merci Cathy, et puis la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. On va passer à l'événement de la semaine. Donc, il s'agit du festival, la première édition du festival Lomé Men's Fashion Week, qui se déroulera ce soir à l'hôtel 2 février. Donc, on a avec nous Essie qui va nous parler de cet événement, donc de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on va y trouver, ça commence à quelle heure, c'est quoi les designers. On parle d'hommes là ce soir, hein, c'est ça, hein. Oui. Alors déjà, bonjour aux fidèles auditeurs de Nana FM. Moi c'est Ici et je suis là pour... je suis là pour la Lomé Men's Fashion Week. Bon, déjà on était là dans la semaine et la Lomé Men's Fashion Week, comme son nom le dit déjà, c'est un événement qui est consacré, qui est mis en avant pour faire... découvrir les créations hommes, on va dire. Mais à part ça, quand on le dit, les gens ils vont direct penser que c'est les hommes seulement qui vont défiler et tout. Mais après, il y aura aussi des mannequins femmes qui vont défiler, mais ce sera pour des créations hommes. D'accord. Et ce projet est porté par Monsieur Jacques Logo, qui organise déjà le FIMO 228, qui s'est passé, c'est en janvier, non, c'était en février. En février de cette année. Donc le FIMO 228, qui met en avant aussi les différents créateurs partout dans le monde. Et c'était à la 8e édition cette année. Donc là, il part sur un festival dédié à l'homme. Donc même s'il y a des mannequins femmes qui vont défiler, donc ça sera des vêtements, un peu costumes, comment ça va se passer, est-ce que les femmes vont être habillées pareil que les mecs, parce que
assez différent du Fimo. Il faut bien le mettre en avant. Oui, exactement. Mais à part ça, j'ai aussi eu dire qu'il y aura un peu d'exception cette fois-ci. Il y aura des hommes qui seront habillés en femmes. Oh là là, mon Dieu, ça va être top, top, top. Exactement. Et combien de designers seront présents? Donc là, on a une vingtaine de designers qui viennent des 4 côtés du monde, on va dire. Oui. Donc on a la France, le Cameroun, le Togo bien sûr, le Bénin, le Ghana, le Congo et d'autres encore. Puis il y a aussi Nacto qui participe aussi énormément aussi au FIMO, qui sera là aussi. Donc elle est designer, elle vient de France, donc elle habille vraiment les hommes, elle fait que ça. Donc elle a vraiment des modèles magnifiques. Donc on vous invite ce soir, donc c'est à partir de quelle heure? Oui, c'est à partir de 20h. Bon, déjà à 20h, il y aura un cocktail. Oui. Et après le cocktail, on ira tous dans la salle Fazao pour commencer le défilé proprement dit. Donc soyez à l'heure, c'est pas 20h, c'est pas 21h, parce que ça aussi, il faut bien le souligner, parce que les gens, ils arrivent vers la fin. C'est pas un spectacle qui dure toute la nuit, mais soyez à l'heure à 20h à la salle Fazao, à l'hôtel 2 février pour la première édition de Lomé Men's Fashion Week. Donc il y aura énormément de surprises, puis des beaux designers, des beaux mannequins. Vous serez là, monsieur Léon? Déjà, vous êtes magnifique là avec votre ensemble. Merci. Prêt à défiler ce soir. Il n'y a pas de souci. Donc les places sont disponibles où? Où est-ce qu'on peut acheter les tickets? Oui, alors par rapport aux tickets, on peut les trouver à l'hôtel de février, au Mint Hotel et également sur le 70 48 69 82. Donc je reprends. Oui, voilà. 70 48 69 82. D'accord. Et les gens peuvent acheter aussi directement ce soir les places au cas où il y en a quelques-uns sur place au 2 février? Oui. D'accord. Bon, écoutez, on vous invite ce soir, donc au 2 février à partir de 20h. Donc, c'est 20h, c'est 20h. Et si vous voulez plus d'informations, appelez le 70 48 86. 70 48 69 82, je répète le 70 48 69 82, donc c'est à 20h, la première édition de Lomé Men's Fashion Week, donc il aura lieu au 2 février ce soir. Un grand merci à vous ici, puis merci aussi à Monsieur Léon pour votre disponibilité, parce que vraiment c'est énorme ce que vous faites et continuez dans ce sens. Merci. Un petit dernier mot pour les porteurs de projets, justement. Non, je dirais simplement d'habitude que nous devons tous nous orienter vers l'entrepreneuriat. Le seul moyen qui permet de créer ou bien de lutter contre le chômage de la jeunesse et ceux qui viendront après. De toujours croire en ce que l'État togolais fait. Et même si c'est possible, on peut avoir des problèmes avec le chef de l'État, mais on ne peut pas avoir des problèmes avec la présidence. Est-ce que vous comprenez? Moi non. On peut avoir des problèmes. On peut avoir un problème. Oui. Avec une personne physique. Oui, d'accord. Okay. Mais on ne peut jamais avoir de problème avec une personne morale. Oui, bien sûr. Actuellement, on constate au Togo que les gens sont contents en insultant les ministres, les autorités, les maires ici à gauche et à droite. La citoyenneté n'a plus sa place. Il faudrait que la citoyenneté revienne et que nous soyons capables de respecter les autorités, de respecter les emblèmes du pays, pour que nous puissions avancer. Mais comme on dit, c'est pas au pays de t'apporter quelque chose, mais c'est à toi d'apporter quelque chose au pays. Bah oui, un grand merci. Merci beaucoup à vous. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Vous pouvez intervenir, comme on dit. N'hésitez pas à envoyer vos questions via notre page Facebook ou sinon directement sur notre mail à oseentreprendre228@gmail.com. Donc Faustin fera un plaisir de poser ces questions à notre invité de la semaine prochaine. Donc je souhaite un joyeux anniversaire à Trésor. Merci à Nestor à la réalisation. Merci aussi à First Digital Impact. Un gros bisou à Rodrigue Zinsou et à ma famille. Je suis Essimimi. À la semaine prochaine. Vous êtes bien sur Nana FM, la plus belle dame de Lomé. Bye bye.